Bonjour à tous et bienvenue au laboratoire de physique. Dans une vidéo précédente, je vous ai présenté les différents éléments qui constituent un interféromètre de Michelson. En particulier, nous avons insisté sur le rôle et l'effet produit par chacune des vis de réglage de l'instrument. Je vous propose aujourd'hui d'aborder le problème du parallélisme des deux miroirs de l'interféromètre. Si la notion de parallélisme ne pose aucune difficulté sur le plan géométrique, en revanche, au laboratoire de physique, se pose la question des ordres de grandeur des angles réels, c'est-à-dire de ceux qui nous sont accessibles sur le plan expérimental. Dans la suite de cette vidéo, je vais décrire deux techniques expérimentales qui ont pour but de réduire l'angle entre les deux miroirs. Dans un premier temps, un réglage dit géométrique va nous permettre de passer d'une configuration de l'interféromètre dans laquelle les miroirs font un angle quelconque à la configuration dite du coin d'air. Nous préciserons l'ordre de grandeur des angles alors atteints et les critères de réussite de cette étape du réglage. Dans un second temps, nous verrons comment mettre en œuvre un deuxième critère de parallélisme pour passer de la configuration précédente, le coin d'air, à la configuration dite de la lame d'air, qui est celle qui réalisera pour nous le parallélisme le plus rigoureux. Examinons tout d'abord les matériels qu'il est nécessaire de réunir, leurs caractéristiques et la manière adéquate de les utiliser. La lanterne est une source de lumière blanche qui possède un tirage. Et ce tirage va nous permettre de donner une forme au faisceau lumineux. En déplaçant aux extrémités le panneau émetteur devant une lentille convergente, on peut préparer un faisceau de rayons convergents ou bien préparer un faisceau de rayons divergents. Mais pour obtenir un faisceau de rayons parallèles, il nous faudra envoyer le plus loin possible, au fond de la pièce, à l'infini, l'image de la source qui est ici, comme vous le voyez, un panneau de LED. À température ambiante, les atomes de sodium sont à l'état solide et ils ont tendance à se déposer sur les électrodes. Au départ, à froid, l'ampoule est donc très peu conductrice et le circuit d'alimentation doit lui appliquer une tension très importante pour y faire circuler un courant. Au fur et à mesure que la température s'élève, les atomes de sodium se subliment, ils passent de l'état solide à l'état gazeux et l'ampoule devient de plus en plus conductrice. La tension appliquée par le circuit d'alimentation diminue alors pour que l'ampoule ne se détériore pas. Lorsqu'on éteint la lampe, sa température ne diminue que progressivement et elle reste donc un moment fortement conductrice. Vous respecterez donc la consigne suivante: il ne faut pas rallumer une lampe spectrale encore chaude, au risque de lui appliquer une tension très importante alors qu'elle est encore fortement conductrice. En plaçant la lampe spectrale au plus près du point focal objet de la lentille, on peut préparer un éclairement dit à plat, c'est-à-dire tel que la majorité des rayons ont une incidence sur l'écran qui est quasiment nulle. En reculant la lampe par rapport à la lentille, on produit en revanche un éclairement qui est convergent, c'est-à-dire riche de rayons aux incidences très variées. Le diaphragme est un instrument beaucoup moins anodin qu'il peut y paraître. Non seulement, une fois éclairé, il offre un contraste maximal, mais ces lamelles métalliques sont usinées avec une très grande précision, de manière à éviter les pertes de contraste dues au phénomène de diffraction des rayons lumineux sur les bords. Notre première stratégie pour réduire l'angle entre les miroirs de l'interféromètre a un principe simple, déjà évoqué dans la vidéo précédente. Nous allons produire l'image d'un objet lumineux à travers l'interféromètre. Et s'il existe un angle entre les miroirs, alors nous pourrons observer deux images de l'objet. En jouant sur les vis grossières du miroir mobile,
nous pouvons déplacer une des deux images par rapport à l'autre. Et en les superposant de la manière la plus précise possible, nous réduisons effectivement l'angle entre les miroirs. La configuration dite du coin d'air correspond en réalité à des angles inférieurs à la minute d'arc, c'est-à-dire du même ordre de grandeur ou inférieurs à la limite d'acuité de notre œil. La précision attendue de cette étape du réglage suppose donc d'exploiter au maximum les facultés de notre œil comme détecteur de contraste. Ce qui suppose donc également de produire l'image la plus contrastée possible d'un objet le plus contrasté possible, et nous réaliserons ceci en mettant en œuvre une technique déjà rencontrée par ailleurs, la réalisation d'un collimateur par autocollimation sur un miroir plan. L'axe optique du système est celui qui est défini par les miroirs de l'interféromètre. Il s'agit donc de la droite qui passe par le centre du miroir et qui lui est perpendiculaire. Le faisceau de la lanterne peut venir matérialiser cet axe, ce dont on pourra profiter pour parfaire les alignements de la lentille convergente et du diaphragme. À la sortie du Michelson, on formera l'image du diaphragme sur un écran grâce à une lentille convergente de projection de distance focale d'une vingtaine de centimètres. Une façon d'obtenir un réglage géométrique le plus précis possible est de concentrer notre attention sur les bords de la superposition des deux images du diaphragme. En leur faisant faire des mouvements de va-et-vient d'amplitude de plus en plus petites, on finit par coordonner l'effet des doigts sur les vis grossières avec les déplacements des images perçues par nos yeux. Notez que ces déplacements sont déjà plus petits que toute graduation possiblement visible. Nous allons à présent remplacer la lanterne par une lampe spectrale. Ces deux lampes diffèrent selon de nombreuses caractéristiques, comme par exemple la nature ou la composition de leur spectre, mais celle qui est ici pertinente pour nous est la longueur de cohérence des trains d'onde qu'elles émettent. Remplacer la lanterne par la lampe spectrale signifie donc ici préparer un éclairement qui est temporellement cohérent. Alors que placer avec soin la lampe au plus près du point focal objet de la lentille signifie préparer un éclairement à plat, qui est donc spatialement cohérent. En éclairant ainsi les miroirs de manière favorable, et si notre réglage géométrique a été suffisamment précis, alors nous pouvons espérer voir des franges rectilignes, mais à condition de les regarder là où elles se trouvent. C'est-à-dire au lieu d'intersection des rayons qui sortent de l'instrument, soit en pratique, étant donné les valeurs des angles qui sont infimes, sur le plan des miroirs eux-mêmes. Il faut donc regarder ici les miroirs comme on regarde l'écran de son téléphone, en faisant le point sur le plan de l'écran,
et non pas comme on se regarde dans un miroir, comme lorsqu'on se recoiffe par exemple. Remarquons que dans l'étape précédente, les éclairements s'ajoutaient de manière arithmétique. On distinguait des zones où l'éclairement était 0, des zones où il valait 1 et des zones où il valait 2, deux fois une valeur donnée. À cette étape, remarquons, sans bouder notre étonnement, que les éclairements ne s'ajoutent plus comme des chiffres, mais bien comme des ondes, avec des zones sombres où l'éclairement vaut 0, donc telles que 1 plus 1 égale 0, et des zones brillantes où l'éclairement peut valoir 4, soit 1 plus 1 égale 4. Notre deuxième stratégie pour réduire encore davantage l'angle entre les miroirs de l'interféromètre a un principe qui repose sur les propriétés de l'interfrange, c'est-à-dire de la distance observée entre deux franges brillantes successives. Faisons tout d'abord quelques observations pour bien distinguer l'effet des différentes vis sur la figure d'interférence. Chariotet ne modifie pas la valeur de l'interfrange, mais déplace le champ de vision sur la figure d'interférence. On cherchera ainsi à se ramener vers les franges les plus contrastées. Agir sur les vis grossières modifie bien la valeur de l'interfrange, en produisant l'effet d'une sorte de zoom. Nous pouvons donc poursuivre le réglage avec comme nouvel objectif d'augmenter la valeur de l'interfrange. Plus il est grand, et plus la valeur de l'angle est petite. Dans notre entreprise d'augmenter le plus possible la valeur de l'interfrange, on pourra quelquefois s'aider du chariot pour ramener le champ d'observation sur les franges les plus rectilignes et les plus contrastées. Lorsque l'effet des vis grossières devient trop important pour les valeurs des angles en jeu, nous pouvons alors agir sur les vis fines et donner à un interfrange une dimension supérieure au champ de vision. D'où également un nouveau critère de parallélisme. Lorsque l'interfrange occupera l'ensemble du champ d'observation, nous dirons que l'on a réduit l'angle autant que possible et que l'on a atteint le parallélisme le plus rigoureux. L'angle entre les miroirs est alors de l'ordre de la seconde d'arc. L'observation des franges circulaires, dite d'égale inclinaison, constituera une confirmation de la réussite de notre réglage. Premièrement, il faut changer la manière d'éclairer les miroirs. En reculant la lampe par rapport à la lentille, on passe d'un éclairage à plat à un éclairage riche de multiples incidences. Deuxièmement, il faut considérer la nouvelle localisation de la figure d'interférence. Le lieu d'intersection des rayons qui sortent de l'instrument n'est plus sur le plan des miroirs eux-mêmes, mais il est repoussé à l'infini. Pour observer les anneaux là où ils se trouvent, nous avons donc la possibilité soit de placer une lentille de projection et de regarder l'image de la figure d'interférence dans son plan focal image, soit de les regarder plus directement en changeant notre mise au point du plan des miroirs vers l'infini dans le miroir, et en nous approchant ensuite le plus possible. Pour conclure, je voudrais insister sur deux différences essentielles entre les mises en place abordées. D'une part, il faut considérer la manière adaptée d'éclairer les miroirs. Éclairage convergent pour la lame d'air, éclairage à plat pour le coin d'air. D'autre part,
il faut considérer la localisation de la figure d'interférence. À l'infini pour les anneaux d'égale inclinaison, sur le plan des miroirs eux-mêmes pour les franges d'égale épaisseur. Soit en les observant directement, soit en conjuguant le plan des miroirs avec le plan d'un écran à travers une lentille de projection. Dans une prochaine vidéo, nous mettrons à profit ces allées-venues entre les deux configurations pour placer les miroirs au contact optique. Au revoir et à très bientôt j'espère.